Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour ce 4e numéro de l'émission Regard Sûr. Grâce aux émissions précédentes, vous avez pu apprécier des échanges passionnants autour du leadership féminin, de la chanson française ou encore de l'économie bleue. Ce soir, nous sommes réunis, toujours à l'Institut français de Maurice à Rosilles, et nous nous retrouvons cette fois-ci dans un format spécial, le Café de l'Europe, une initiative de la délégation de l'Union européenne à Maurice. Pour cette édition spéciale, je vous propose de parler d'un matériau qui a changé complètement nos modes de vie au cours des dernières décennies. Ce matériau, nous le retrouvons dans différents produits, au cœur de nos maisons, nos écoles, nos voitures, nos bureaux et même nos boutiques. Il est à la fois flexible, malléable, pratique pour emballer nos biens de consommation et il permet même de pouvoir respecter les chaînes d'approvisionnement et respecter les conditions sanitaires, d'hygiène alimentaire. Il est extrêmement répandu dans le secteur de la santé et nous parlons bien sûr, vous l'avez compris, du plastique. Pour parler de la pollution plastique, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union européenne à Maurice aux Seychelles, Monsieur Vincent Desgerdt. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Nous avons aussi Monsieur Chief Siobadot, directeur par intérim du ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Monsieur Grégory Martin, responsable de l'antenne de la région Réunion à Maurice. Bonsoir Grégory. Bonsoir. Et enfin, Monsieur Bruno Dubarry, le directeur exécutif de l'Association des manufacturiers mauriciens. Bonsoir. Pour cette session, nous allons avoir 2 temps. Un premier temps qui nous permettra de faire un constat au niveau mondial et à Maurice. Et puis un deuxième temps pour discuter ensemble des solutions d'accompagnement et aussi des solutions technologiques pour résoudre le problème de la pollution plastique. Pour démarrer cette première partie de la discussion sur le constat au niveau mondial et à Maurice, Monsieur l'Ambassadeur, peut-être que vous pourriez nous partager quelques mots, quelques chiffres aussi sur le constat de l'utilisation et donc aussi de la pollution du plastique dans le monde et en Europe. Très bien, merci beaucoup Michael. Oui, effectivement, je crois qu'on a besoin d'un certain nombre de chiffres pour se rendre compte du changement qu'on a connu au cours des 70 dernières années. Je crois que c'est tout à fait notable. Il y a 70 ans, on produisait très très peu de plastique, finalement 2 millions de tonnes par an à cette époque. Aujourd'hui, on en produit 200 fois plus. Donc on est à 400 millions de tonnes par an produites dans le monde. Donc on a fait un saut qualitatif, si je puis dire, de ce point de vue-là, absolument prodigieux, dans le sens où le plastique nous a envahis absolument partout. Il est présent, tu le disais tout à l'heure, dans l'ensemble de notre vie. Et on a du mal à imaginer qu'on puisse s'en passer quelque part du plastique aujourd'hui, tellement il est présent dans notre environnement. Alors juste 2-3 autres chiffres pour illustrer ce que ça veut dire pour le consommateur que nous sommes chacun d'entre nous. Aujourd'hui, chaque minute, nous achetons 1 million de bouteilles de plastique. Donc chaque minute qui se passe, donc je ne sais pas combien de temps on parle depuis peut-être 3 minutes maintenant, ça veut dire que depuis que nous avons pris la parole pour cette émission, il y a eu 3 millions de bouteilles qui ont été vendues à travers le monde. C'est des chiffres incroyables, assez quelque part effrayants, évidemment, d'un certain point de vue. Si on prend un autre référent, les sacs plastiques, on en est à... Alors moi j'ai dû reprendre le chiffre 3 fois parce que j'y croyais pas, mais on me dit que c'est 5000 milliards de sacs plastiques qui sont consommés chaque année par les habitants de notre belle planète. Donc ça devient vraiment une planète plastique, quelque part, de ce point de vue-là. Alors si ça devient une planète plastique, ça veut dire évidemment que ça a un impact négatif, quelque part, sur notre environnement quotidien et notre capacité à vivre, finalement, sur cette planète. Parce que tout ce plastique, les 400 millions de tonnes que j'évoquais tout à l'heure, une grande partie va se transformer en déchets. On estime qu'à peu près les 3/4, donc 300 millions de tonnes, vont devenir effectivement des déchets. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces différents déchets? Il y a une partie de ces déchets que l'on va recycler, donc ça c'est plutôt bien, je dirais, cet effort de recyclage, mais ça ne représente en fait que 9% au niveau de la planète des plastiques qui vont connaître ce destin utile quelque part du recyclage. On va se retrouver avec 12% à peu près des plastiques qui, eux, vont être incinérés, donc qui vont passer dans les fours à combustion et servir à production d'énergie ou autre. Et puis finalement, on va se retrouver avec 79% restants
qui au mieux vont terminer dans les déchetteries, je dirais, de ce point de vue-là, que ce soit à Marchicose ou ailleurs, dans les différents pays que l'on connaît, ou qui vont inversement être déversés dans nos océans. Voilà, donc ça c'est la destination, donc on a quand même 4 déchets, si je puis dire, sur 5, qui vont se retrouver effectivement à, soit dans les déchetteries, à polluer un petit peu notre environnement là, en fait. Voilà, un enfouissement, ou bien... Alors l'enfouissement, ça dépend, parce que maintenant on en est à construire des murs pour pouvoir, parce qu'on n'arrive plus à enfouir, on est obligé de monter en surface pour pouvoir le faire. Donc on a quand même un très très gros problème que l'on connaît, en particulier sur les îles d'ailleurs. Hein, je veux dire, on parlera particulièrement de Maurice ou des Seychelles ou d'autres îles tout à l'heure, mais c'est vrai que sur les îles, c'est un vrai problème très envahissant, on va dire, parce qu'on ne sait pas où et quoi faire de ces différents déchets qui sont tellement nombreux sur notre planète. Donc voilà, donc on en est dans cette situation. Pour ce qui concerne les océans, parce qu'on est sur une île, parlons spécifiquement de la mer et des océans, c'est 11 millions de tonnes qui sont déversées chaque année dans nos océans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour illustrer, hein, peut-être pour le public de manière plus globale, ça veut dire qu'on a aujourd'hui un camion poubelle par minute qui est déversé dans l'océan. Si on ne fait rien et si on continue à consommer du plastique et à produire du plastique comme on a produit du plastique jusqu'à aujourd'hui, en 2030, ça ne sera pas un camion mais 2, et en 2050, ça ne sera pas un camion mais 4. Donc voilà, donc si on suit la courbe actuelle de production du plastique telle que ça se développe, on est parti sur une trajectoire, je dirais, presque apocalyptique. Quelque part, quand on écoute ces chiffres, ça fait assez froid dans l'eau. Donc il faut vraiment, je crois, prendre des mesures et réagir, c'est dont on parlera tout à l'heure. Pour l'Union européenne, je dirais que, bon ça c'était les chiffres mondiaux, pour l'Union européenne, on est un petit peu mieux loti, si je puis dire, globalement. Sur les 400 millions, on n'en consomme que, si je puis dire, 26 millions au niveau de l'Union européenne. Et notre part entre le recycler, l'incinérer et le déposer, le décharger ou qui s'en va dans la nature, c'est un tiers, grosso modo. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails de chiffres, mais c'est à peu près ça. On est quand même... parce que moi j'ai vécu en Europe une grande partie de ma vie, si je puis dire, on a été sensibilisé au tri sélectif depuis très 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 longtemps sur ces problématiques, et on n'est que, si je puis dire, à 30% aujourd'hui, après, je veux dire, une trentaine d'années, on va dire, de sensibilisation avec les poubelles bleues, les poubelles jaunes, les poubelles vertes, etc., qu'on utilise dans nos différents pays. On n'en est que, finalement, à 30% de produits recyclés. Donc il y a vraiment la nécessité, je crois, d'agir et de se mobiliser par rapport à cette situation. D'autant plus que quand on regarde nos plages en Europe, on constate que 81% ou 85% même des déchets, c'est des déchets plastiques qui arrivent sur nos plages en Europe. Et parmi ces déchets, 50%, c'est des plastiques dits à usage unique. Donc on en parlera tout à l'heure aussi de manière plus spécifique. Mais voilà, c'est ce type de déchets auquel on est aujourd'hui confronté. Alors, tout ça a différents impacts. Un premier impact qui est un impact, je dirais, écologique. Alors on a tous à l'esprit, bon, moi je suis un peu randonneur, à part d'être ambassadeur, il m'arrive aussi d'être un peu randonneur ou un peu plongeur, donc je me promène sur la terre ou dans la mer de ce point de vue-là, et quand je me promène, je dois avouer que je me promène toujours avec un sac, parce que je fais de la récupération de ce que je rencontre en chemin, que ce soit sous l'eau ou au-dessus de l'eau, donc, et notamment, évidemment, du plastique. Et je dirais que les animaux marins, ils font les mêmes rencontres que moi, quelque part. Les tortues, malheureusement, s'étouffent avec les sacs plastiques qu'elles rencontrent sur nos océans. Il y a une baleine récemment, il y a quelques années, en Thaïlande, qui a été découverte morte sur la plage. Et on a trouvé dans son ventre 80 sacs plastiques, donc 7 kilos de plastique ingurgités par cette pauvre baleine. Alors, ça, c'est des anecdotes. Mais quand on regarde les chiffres annuels, qu'est-ce que l'on constate? On constate que c'est 1 million d'oiseaux, et 135 000 mammifères, donc tortues, cachalots, baleines, etc., qui ingurgitent du plastique et qui en décèdent malheureusement de ce point de vue-là. Alors si eux en mangent, vous pouvez bien vous imaginer que avec le microplastique dont on parlera tout à l'heure aussi, qui lui est absorbé par les planctons ou par les petits poissons, etc., mangé par des plus gros poissons, et finalement mangé par nous, donc nous aussi nous ingérons finalement du plastique dans notre organisme, qui évidemment n'est pas très bon pour la santé, chacun peut s'en douter. Donc on a quand même un impact écologique et sanitaire extrêmement fort. Il y a aussi un impact financier.
C'est-à-dire que cette pollution va générer des déséconomies extrêmement importantes, évaluées par les Nations Unies entre... Alors, c'est pas très précis, c'est entre 6 et 13 milliards de déséconomies et d'impact négatif sur l'économie mondiale. Donc, c'est un vrai coût. Si je rapporte ça, par exemple, à l'impact sur les côtes européennes, on estime aussi à 630 millions par an de pertes pour l'industrie touristique européenne du fait de ces pollutions sur nos plages. Donc, voilà. Donc, on voit ces impacts humains, ces impacts animaux, ces impacts environnementaux et ces impacts financiers, finalement, que génère le plastique ou la mauvaise utilisation, le mauvais recyclage, on va dire, du plastique dans ce contexte. Donc cette frénésie, je dirais, qu'on a connue depuis 70 ans de course au plastique, eh bien, il va falloir se poser la question à un moment donné, est-ce qu'on doit continuer dans cette voie ou est-ce qu'il ne faut pas changer de destination? Je dirais simplement, pour terminer sur ce point, moi, quand je suis né, bon, pas 70 ans, mais un petit peu moins, mais presque, mais quand j'ai vécu mon enfance, je n'avais pas de plastique. Les plastiques, je n'existais pas. Je consommais de l'eau du robinet, voilà. Donc j'avais d'autres façons de vivre et je vivais pas plus mal et je me suis plutôt bien porté tout au long de mon enfance et aujourd'hui encore. Donc il faut, je crois, se poser aussi un certain nombre de questions et ça on verra peut-être dans la troisième partie de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça individuellement? Qu'est-ce que chacun peut faire pour changer nos modes de vie et mode de se comporter en tant que consommateur également sur le marché par rapport à ça? On va bien donc effectivement au fil des années la trajectoire socio-économique du monde et même de différents pays qui fait que ce couplage entre développement et donc utilisation de la ressource plastique pour différents usages est directement lié et on parle aujourd'hui de plus en plus de comment le découpler. Mais quel serait le constat aussi donc à Maurice, Monsieur Chivsi-Oubadot, justement dans ce développement socio-économique de Maurice, est-ce que le constat est similaire? Est-ce que dans les 400 millions de tonnes de plastique utilisées au monde, quelle est notre part à Maurice et comment pourriez-vous caractériser donc cet usage dans notre île et même les autres îles de la République de Maurice, hein? Ok. Bon, effectivement, le constat est alarmant à Maurice aussi. Hein, il ne faut pas... aujourd'hui, avec le changement, l'évolution, la progression, le niveau de vie, les gens, la façon de consommer, etc., on est quand même avec cette attitude dirigée. Okay? Finalement, pour nous, à Maurice aussi, c'est pas des bons signes. Juste pour vous donner un peu de chiffres, quand même, au niveau de Maurice, notre production de déchets solides, globale, génère autour environ 540 000 tonnes par année. Et de ces 540 000 tonnes, on a quand même 75 000 tonnes de plastique, principalement de bouteilles en plastique, des emballages, ainsi de suite. Et que, malheureusement, environ 3 000 tonnes de ces 75 000 qui est recyclé, ce qui fait que, ce qui représente que 4%. Et déjà, le reste, soit ça part au centre d'enfouissement technique de Marchicoz, ou finalement se retrouve dans la nature. Pour nous, il y a quand même, c'est alarmant parce que, allons dire, un fact-finding committee présidé par le juge Doma, suite aux inondations de 2013, il a dit que même le plastique a contribué, était des raisons principales pour l'inondation de nos drains. Hein? J'ajoute quand même, pour vous dire que pour nous, quand même, c'est pas la cause principale, mais le littering, on est un pays touristique. Pour nous, le tourisme, on dépend beaucoup de notre environnement et éventuellement, pour nous, c'est grave. C'est grave. Il y a aussi un autre aspect, quand même, qui a été mentionné par l'ambassadeur. L'aspect de ce qu'on appelle le déchet marine plastique qui arrive transboundary, comme on dit. Ok, éventuellement, il y a toutes ces pollutions qui arrivent dans la mer, pas seulement de Maurice, mais d'ailleurs qui entrent dans l'eau et qui éventuellement entrent dans les chaînes écologiques et éventuellement dans le poisson, etc. Juste pour répondre à ce que monsieur a dit, c'est que le Forum économique mondial a déjà dit qu'en 2050, il y aura beaucoup plus de plastique que de poissons. C'est juste pour dire l'anecdote. Maintenant, à Maurice, notre souci est aussi pas que le plastique en termes de littering, mais notre souci principal, c'est aussi parce que on est un pays tropical, ça pose problème au niveau de santé. Si on a le plastique, c'est quand même un terrain fertile pour la ponte de moustiques, etc. Éventuellement, ça peut poser problème aussi.
Et plus important, moi, je pense que au niveau de microplastique. C'est les microplastiques maintenant. Quasiment invisible. Qui est quasiment invisible. Type de plus petit qu'un millimètre, de diamètre moins d'un millimètre. Éventuellement, c'est que des recherches qui ont été faites récemment, des études qui ont été faites récemment, par des centres comme la Mauritius Oceanography Institute, a confirmé, oui, à Maurice, on a des microplastiques. Maintenant, d'où ça vient? Est-ce que ça vient que de Maurice ou d'ailleurs? Ça reste quand même à déterminer. Une autre étude qui a été faite par l'Université de Maurice, quand même, ça, c'est un peu beaucoup plus. Ça demande encore des études, mais quand même, les premiers chiffres sont alarmants. Déjà, on a des microplastiques dans le effluent, dans le sol et aussi dans certaines zones à Maurice. Par exemple, dans un terrain agricole qui se trouve à côté du Maréchaussée, même un peu plus profond, on a des plastiques. Voyez? Alors, pour nous, ça devient de plus en plus important qu'on parle de microplastique, connaissant que ça va avoir des impacts sur la santé, dans les chaînes alimentaires, etc. Alors, pour nous, quand même, le constat est alarmant. On sent bien que le constat est interconnecté, que ce soit au point de vue économique, santé, humain, alimentaire, marin. Et quand on parlait d'ici ou d'ailleurs, on voit très bien aussi que les îles de l'océan Indien ont une histoire en commun, mais aussi un destin en commun. Et donc, Monsieur Grégory Martin pourrait aussi nous parler de ce qui se passe à La Réunion, toujours dans un constat assez bref sur les éléments en chiffres et les éléments de constat sur la pollution plastique. Oui, bonjour. Effectivement, en fait, c'est surtout un défi, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Au niveau national, nous, c'est à peu près, au niveau national, c'est-à-dire France, c'est à peu près 30% des plastiques qui sont récupérés et recyclés, et surtout à peu près 55% des bouteilles et des flacons. Pour revenir sur le territoire réunionnais, effectivement, il faut regarder un petit peu au niveau insularité, c'est quand même des défis qui sont très différents de ce qui se passe en métropole et en Europe continentale, pardon. C'est à peu près 37 kilos de plastique produits par habitant, et on est à peu près sur 522 000 tonnes de déchets générés, donc quasiment le même volume que Maurice, chaque année. Et c'est là où nous, on ne peut pas continuer à avancer, chacun dans notre coin. Ces petits territoires insulaires ont besoin de travailler ensemble pour pouvoir, mieux collecter, partager des retours d'expérience. Comment est-ce que nous, après toutes ces décennies, et M. l'ambassadeur l'a bien dit, on a pu mettre en place des systèmes de collecte en porte-à-porte, des systèmes de sensibilisation, et on se retrouve avec un si peu taux de valorisation et de collecte. Donc c'est de devoir travailler avec nos partenaires pour leur partager une expérience et surtout se dire comment est-ce qu'on peut mutualiser demain nos ressources, comment on peut mutualiser également les sources de déchets pour pouvoir attirer des industriels, attirer de l'investissement productif et pour pouvoir donner une nouvelle vie à ce déchet plastique. C'est surtout l'enjeu de demain. On aura effectivement l'occasion de revenir sur ce sujet de mutualisation et d'avoir des outils industriels dans les solutions techniques dans notre deuxième partie. La société civile, que ce soit les ONG, associations, citoyens, partagent le même constat que nous avons ce soir sur ce plateau au niveau des chiffres et au niveau des alertes. Et on sent bien que chaque personne cherche à avoir des réponses, des actions concrètes. Une action concrète, c'est bien de mettre en place un cadre réglementaire, un cadre légal en fait, pour pouvoir déterminer qui agit à quel moment. Peut-être, Monsieur Siobhadet, si vous pourriez nous dire le cadre légal en vigueur aujourd'hui sur ces différents types de plastique. Peut-être que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce qui est en vigueur aujourd'hui à Maurice. OK. Il faut quand même rappeler qu'il y a plusieurs législations, beaucoup plus sur les réglementations de regulations qu'on appelle à Maurice. Les plus récents sont le Environment Protection Control of Single Use Product, qui est entré en vigueur à partir du 15 janvier. Bon, celui-là, c'était beaucoup plus pour lutter contre l'utilisation abusive de produits en plastique à usage unique. Comme M. l'ambassadeur a dit, le déchet plastique, quand même 50%, c'est celui de l'usage unique. On peut peut-être les nommer, hein, les pochettes, les couteaux. Bien sûr, là, il y a quand même 10 produits en plastique qui sont interdits. Les couverts en plastique, les plaques en plastique, le bol en plastique, le gobelet en plastique, le plateau en plastique, le paille en plastique, le agitateur de boissons en plastique, conteneur de charnier en plastique, couvercle en plastique, ainsi que toute forme de récipient, etc. Bon, ça, c'était le produit. Bon, pourquoi on est arrivé avec cette première liste? Il y avait des alternatives. Il faut comprendre, il y a le principe qu'on a préconisé,
il y avait des alternatives qui étaient là, qui sont là, et qui étaient affordable, comme on dit, hein, qui étaient là et qu'on pouvait avoir de remplacement immédiat. Alors là, on travaille encore sur une autre liste, suite à nos consultations que je vais revenir après. Le deuxième loi, réglementation, c'est le banning of plastic bag. Il faut quand même aller dans le temps. Cette loi existait depuis 2004. Hein. Il y avait d'autres mesures qui sont arrivées qui n'étaient pas effectives. Il y a une autre loi qui est arrivée en 2015 qui disait qu'on allait bannir les plastic bags, aussi des sacs en polypropylène, par exemple. Éventuellement, il y a des limitations. Avec l'arrivée en 2020, on a eu une nouvelle loi qui est entrée en vigueur à partir du 1er mars 2021. Et là, quand même, en plus du plastique, on parle d'autres types de plastique. Hein, de petits sacs en plastique qu'on appelle le sac en dents pourries, ainsi de suite. Le sac, par exemple, il y avait d'autres catégories aussi, des sacs roll-on. Il y avait beaucoup situés dans les supermarchés. Quand on ne pouvait pas avec les manches, tout ça, il y avait les roll-on. Il y avait ça, il y avait les petits sacs en plastique, comme je viens de dire. Il y avait les sacs contenant des articles achetés dans les boutiques hors taxe aussi. Hein, les sacs, à chaque fois qu'on achetait, il y avait beaucoup de sacs, etc. Et aussi d'autres types de sacs non biodégradables fabriqués à des fins d'exportation. Aujourd'hui, tout ça, c'est ban. On n'a pas le droit. Mais éventuellement, il y a aussi la provision pour des sacs qui sont exemptés. Hein, exemptés, surtout pour le fin agricole, médical, sanitaire, échantillonnage, etc. Ou même l'emballage pour le produit qui sont vendus en forme d'emballage intégré, etc. Donc on comprend bien qu'il y a vraiment deux grandes catégories, les plastiques à usage unique, voilà, voire même avec un usage abusif, voilà, les sacs plastiques, ouais, où on sent aussi qu'il y a quelques exemptions parce qu'il y a une réalité industrielle, et peut-être ça me permet de pouvoir donner la parole à Bruno Dubarry sur la réaction en fait des entreprises qui produisent ces plastiques à usage unique ou ces sacs plastiques à Maurice, ou qui sont aussi des utilisateurs de ces matières. Quelle est la réaction en fait de votre côté? Disons que au niveau de notre public, AMM Made in Maurice, hein, l'association, le label Made in Maurice qui promeut la production locale, il faut reconnaître qu'on a très peu de fabricants de ces plastiques qui sont effectivement destinés à de la consommation immédiate. On est plutôt sur des industriels qui effectivement consomment et mettent sur le marché des produits utilisant des plastiques. Mais c'est vrai qu'il faut regarder ça comme un ensemble, et je pense qu'ils sont marqués par une certaine urgence par rapport à ces sujets-là. Mais il faut comprendre, et je pense que ça a été dit, c'est des sujets qui prennent du temps, le temps des législations, le temps de l'implémentation, le temps du contrôle, le temps des réajustements aussi au niveau des outils industriels. Et justement, sur les outils industriels, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un temps long. On est sur des investissements qui mettent 18 à 24 mois, le moment où on décide de passer à une modernisation d'équipement ou un changement d'équipement de ligne de production. Dans le contexte actuel, on comprend, avec les fermetures qu'il y a eu, les difficultés d'approvisionnement, ce temps de préparation est allongé. Donc je pense que aujourd'hui, s'il fallait donner des termes pour parler de réaction au niveau des industriels, c'est marqué par une urgence et une certaine frustration, compte tenu de la situation, parce que il est question en fait d'usage à faire évoluer dans le temps et de tendre vers une production et une consommation plus durable. Donc c'est quand même d'une transition dont on parle. Et donc j'aurais dit qu'il y a deux maîtres mots, c'est la modération et c'est la rationalité. C'est-à-dire, derrière, il y a quand même, on va en parler après, des éléments économiques, des éléments d'échelle industrielle, viables ou non, sur des petits territoires, et des substituts existants dont les industriels pourraient se fournir, malgré leur petite taille, malgré notre petit marché, malgré qu'on représente une minuscule partie du commerce maritime mondial. Alors donc justement, il y a quand même cette notion d'échelle pour l'insularité qu'on connaît, et les producteurs locaux qui doivent aussi faire face à toute l'importation, parce qu'il y a des produits qui arrivent sur le marché déjà préparés ailleurs et déjà emballés dans du plastique. Quelle est un peu votre position? Est-ce qu'il y a un vrai équilibre en fait entre le producteur local et l'importateur? Non, dans l'état actuel des choses et dans la manière dont les textes ont été présentés, mais j'ai pas de doute qu'un travail d'affinage pourra venir justement mettre un pied d'égalité. Il y a une défaveur, il y a un détriment pour le producteur local. La raison est simple, c'est qu'effectivement, quand les produits importés arrivent, il n'y a pas de distinction entre le produit fini comportant un emballage qui serait interdit demain
et un produit fini qui n'aurait pas cet emballage. Par contre, pour le producteur local, comme il importe de l'étranger beaucoup de ses matières premières, autant pour le produit que pour l'emballage, il serait tout de suite bloqué sur effectivement son emballage. Donc, il y a cette distorsion. Mais aujourd'hui, je veux rassurer l'industriel, en tout cas dans notre association, n'est pas à la recherche de gagner du temps ou de se retirer de cette transition. C'est plutôt effectivement qu'elle se fasse avec le bon timing et avec une certaine égalité de traitement. Donc, on sent que c'est surtout un travail technique qu'on fait actuellement justement avec les autorités. On y participe pleinement. L'autre aspect, s'il y a un pied d'égalité, c'est aussi sur le coût. Évidemment, le producteur accumule plus de coûts qu'un importateur. C'est pour des raisons évidentes. Il y a une transformation qui se fait, il y a une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. On y travaille aussi pour la réduire sur les intrants, les coûts de transport, les coûts de certification, les coûts de droit à l'importation aussi de ces matières premières. Donc c'est une accumulation de coûts qui, à la fin, et c'est au détriment aussi du producteur, va se répercuter au consommateur. Donc là où aujourd'hui on a un marché très ouvert, d'avoir cette forme de contrainte qui n'aurait pas intégré la différence producteur-importateur rend encore moins compétitif l'industriel local. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut regarder. Et pour le consommateur qui nous regarde, on parle de polyyaourt, de bacs de glace, enfin tous les conteneurs qui sont pas du coup dans la catégorie vraiment abusive, comme ce qu'on a vu, les fourchettes, les couteaux, les assiettes et les gobelets. Et je pense que justement le ministère travaille sur toute une feuille de route qu'on a baptisée au mois d'octobre Plastic Free Mauritius. Peut-être pour y dire quelques mots, Monsieur Siobhadet. Ouais, juste pour ajouter que c'est vrai, on est en train de reprendre tous les sujets. On a parlé avec une gamme de partenaires, allons dire, sociétés civiles, les privés, les compagnies, les académiciens, les bailleurs de fonds, même des instances régionales comme la COI, Commission de l'océan Indien, et même des instances internationales comme UNEP Paris et aussi la Convention de Bâle, par exemple. Alors, effectivement, on est en train de préparer une feuille de route tenant compte un peu le life cycle aussi. Comme on a dit, il y a certains principes, bien sûr. On veut aussi restaurer ce que M. Bruno a dit, qu'il y a quand même une parité entre les produits importés et celui qu'on produit localement. Bien sûr, il y aura des amendements aussi qui arrivent, par exemple, dans le Consumer Protection Regulation de 2017, pour qu'on ait cette parité, éventuellement. Et il y a aussi quand même des thèmes qui ont été traités quand même. Il y a la polypète, il y a quand même une législation actuelle qui va être en révision. Mais juste pour vous dire que suite à cette dialogue national qu'on a eu les 17 et les 18-19 octobre, pardon, quand même, l'idée c'était aller directement avec un cahier des charges à éventuellement recruter quelqu'un ayant des grandes expériences, éventuellement pour nous aider à établir quand même la feuille de route. Donc, c'est à venir avec ça reste à venir. Mais quand même, là, on a changé un peu. Vu qu'on a eu ce dialogue avec tous les partenaires, on propose quand même continuer ce dialogue, avoir un comité de pilotage, avoir des comités techniques, thématiques, voir un peu dans le action prioritaire et des mesures qu'on peut prendre comme urgentes, des quick wins, avec ce qu'on peut faire, éventuellement avoir un staggered comme c'est l'implémentation, et éventuellement voir aussi quels sont les autres aspects qu'il faudra attendre un peu, donner le temps à l'industrie pour pouvoir quand même trouver la bonne technologie, adapter, etc. On ne veut pas comme si maintenant d'un seul coup avoir un one size fit all, comme on dit, éventuellement pour voir un peu dans la spécificité. Et de ces faits, ce sont les comités techniques qui vont travailler et apporter certaines solutions préliminaires urgentes. Éventuellement, pour là où on aura besoin de thèmes très spécifiques, pointillés, par exemple dans les feasibility studies, à ce moment-là, on va recruter beaucoup. Et on a fait appel à même l'Union européenne pour nous appuyer là-dessus, avec des bonnes pratiques, des best practices qui existent ailleurs. Justement, ça me permet de pouvoir entendre l'ambassadeur là-dessus, c'est-à-dire ces questions de comité technique, de réconciliation entre l'importation, la production locale, la planification, quel plastique, quel objet. L'Union européenne s'est posé ces mêmes questions il y a quelques temps et a dressé une feuille de route. Pourriez nous parler un petit peu de cette feuille de route Oui, tout à fait. Alors peut-être juste avant de parler de la feuille de route, juste pour réagir sur ce que disait M. Dubarry tout à l'heure, je crois qu'il est très important, c'est cette mobilisation quelque part du secteur privé
par rapport à ce défi auquel on est confronté aujourd'hui, et qui, je crois, offre beaucoup d'opportunités aussi en même temps. Moi, je suis séduit, par exemple, par le fait que les hôteliers mauriciens se soient mobilisés sur cette problématique en bannissant de leurs hôtels les bouteilles plastiques. Je veux dire, c'est un geste, voilà, les pailles, tout ça, ils ont anticipé souvent ces instructions ou ces obligations légales qui leur étaient données, anticipées parce que ils ont bien compris que de positionner Maurice comme une île verte, une île soutenable, respectueuse de son environnement, ben c'est quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait vendable vis-à-vis des touristes que l'on souhaite faire venir ici à Maurice. La même chose pour les tentes en Bacois. On interdit les sacs plastiques, bah tant mieux, ça offre des opportunités pour des producteurs locaux, effectivement, de saisir ce point. La même chose pour les boîtes polystyrène, polystyrène qu'on utilisait pour les boîtes manger, entre guillemets, voilà, pour takeaway. Et ben voilà, c'est des opportunités. Il y a beaucoup de créativité ici à Maurice. Il y a des entreprises qui se sont lancées sur ces produits alternatifs, qui sont des produits, pas dire, qui respectent l'environnement, qui sont bio, en quelque part, dans leur conception. Donc on a des opportunités dans ce sens. Alors pour revenir sur la question de la démarche européenne par rapport à cette législation qu'on a, je crois que le rôle de la force publique quelque part, c'est d'impulser une dynamique. Évidemment, c'est de travailler avec l'ensemble des partenaires, mais c'est aussi d'impulser une dynamique et d'avoir une vision claire sur ce qu'on souhaite faire. Qu'est-ce qu'on souhaite faire au niveau de l'Union européenne sur cette question-là? C'est ce que décrivait monsieur le directeur tout à l'heure, c'est effectivement interdire les plastiques à usage unique. C'est 50%, je disais, de nos déchets sur nos plages, donc il est temps d'y mettre un frein, un arrêt brutal. Donc on a effectivement passé une directive en juin 2019 en disant le 3 juillet 2021, donc 2 ans plus tard, eh bien, les distributeurs, les importateurs, les producteurs, ben, vous changez de perspective. Vous arrêtez de mettre sur le marché ce type de produits. Ce type de produits seront interdits à la vente dans l'Union européenne. Donc ça, c'est une mesure radicale qu'il fallait prendre. Très clair. Deuxième mesure, c'est pas suffisant, parce qu'il y a un ensemble de plastiques qui sont là et qui sont d'autres produits dont on n'a pas pu avoir peut-être cette transition aussi rapide. Et il fallait pour cela prendre des mesures, je dirais, de freinage, de ralentissement de la consommation de ces produits-là. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ce type de produits? Juste pour dire, hein, c'est les sacs plastiques, les bouteilles, les paquets d'emballage plastique, les filtres à tabac, parce que le tabac, les filtres, ça pollue. Vous savez qu'un petit mégot, ça pollue 6 litres d'eau, hein, à peu près, pour dire les choses de manière simple. Donc il fallait effectivement rapidement prendre aussi là des mesures de freinage par rapport à ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait? 4 choses, je crois, qui ont été faites par rapport à ça. Je vais juste les mentionner très rapidement. Première, obligation d'étiquetage, pour dire quelle est la composition de ces produits en termes plastiques et quels sont les lieux où il faut déposer ces produits pour les détruire, entre guillemets, à l'avenir. Donc il y a un étiquetage précis qui doit être fait, donner l'information aux consommateurs pour qu'ils sachent comment utiliser ce produit et en fin de vie, quoi en faire. Deuxième principe, qui est un principe que l'on retrouve généralement, c'est celui du pollueur-payeur. Si des industriels mettent sur le marché des emballages plastiques, eh bien, ils ont une responsabilité quant à la fin de vie de ces produits. Il ne s'agit pas de se défausser, entre guillemets, de la responsabilité sur le consommateur ou sur la force publique qui va devoir nettoyer, retraiter, etc. Il faut évidemment que celui qui met sur le marché et qui tire un profit de cette activité soit évidemment impliqué dans la fin de vie, je dirais, de ce produit, qu'il ait une responsabilité par rapport à ça. Donc ce principe-là, de la responsabilité élargie du producteur, comme on dit, est un principe que l'on a mis en place et que l'on applique de manière différenciée selon les États membres. Parfois, c'est par une taxation, parfois, il y a différentes modalités, une association, effectivement, au nettoyage, etc. Donc, il y a différentes modalités qui peuvent être définies par les États membres par rapport à ça. Troisième type d'opération, c'est, et on en parlera tout à l'heure, c'est les actions de sensibilisation du public en général. Donc là aussi, une obligation qui s'impose de ce point de vue-là. Et enfin, dernier point, et non des moindres, et ça je rejoins de nouveau le rôle des privés et des industriels dans ce schéma-là, c'est tout ce qui est éco-conception. Revoir nos produits, revoir nos emballages. Est-ce qu'on peut faire des emballages tout aussi efficaces, tout aussi pertinents,
avec des produits qui ne sont pas du plastique qui va polluer effectivement en plastique à usage unique ou autres produits plastiques notre belle nature et nos belles îles que l'on a. Comment substituer effectivement ces emballages par d'autres. Alors, il y a un dernier point, je termine là, c'est de se donner des objectifs chiffrés. Je crois que c'est important aussi que l'on fixe un cap avec des objectifs précis et chiffrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour la production de bouteilles plastiques, on demande à ce que les producteurs de bouteilles plastiques utilisent au minimum 30% de plastique recyclé. Donc ça, c'est une obligation. Aujourd'hui, on est très loin de ce chiffre, hein, donc il faut absolument aller tendre vers ces objectifs. C'est pas simple, parce qu'on sait que le plastique, c'est du pétrole. Le pétrole, le prix varie. Parfois, c'est moins cher, entre guillemets, d'avoir du pétrole brut, si tu veux, naturel, direct, que de recycler des vieux plastiques, entre guillemets. Ça va peut-être coûter moins cher. Donc ça va varier en fonction, effectivement, du prix du plastique et du prix du pétrole par rapport à ça. Mais nous, ce qu'on souhaite par rapport à cette politique, c'est dire non, il faut au minimum qu'on utilise quand même 30% de ces plastiques sur des plastiques recyclés. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on souhaite qu'on aboutisse à ce que la collecte dont on parlait tout à l'heure, c'est que pour les bouteilles plastiques, on en soit au minimum à 90% de collecte. Là aussi, on est encore très loin parmi les chiffres, donc il faut qu'on aboutisse à cet objectif. C'est un objectif que l'on se donne à l'ensemble de la communauté, les industriels, le secteur public, ça, pour effectivement mettre en place les mécanismes pour atteindre cet objectif chiffré. Donc voilà, on a une politique très claire, réduction, interdiction de certains plastiques, réduction des autres plastiques, avec des objectifs chiffrés pour y arriver. Et qu'on va mesurer chemin faisant et prendre des mesures additionnelles si besoin était. Comme on vient de le voir, hein, les mesures d'accompagnement sont essentielles en fait dans une feuille de route, comme l'interdiction, la réduction, la réutilisation et la sensibilisation. Donc on va approfondir ces sujets pour voir concrètement comment on met en action, on met en œuvre ces solutions. Peut-être, Monsieur Grégory Martin, si vous pourriez nous partager un peu plus ce qui se fait au niveau de la Réunion sur cette procédure de réutilisation. Et avant de réutiliser, il faut bien collecter. Alors comment on optimise la collecte des déchets? Alors, la Réunion, c'est un territoire européen. Donc on a la directive européenne, ensuite on a une loi nationale, on a une loi récente qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire. Et ensuite, donc, cette loi, mais derrière c'est un cadre bien précis avec des objectifs clairs sur la réduction du plastique à usage unique. Et surtout, par exemple, en mettant en place des indices de réparabilité, tout ce qu'il faut pour favoriser l'économie circulaire. Nous avons ensuite sur le territoire réunionnais, la région Réunion, qui est en charge du plan régional de gestion des déchets et qui va travailler avec les communes, parce que ça va jusqu'aux villes et jusqu'aux villages. Il faut travailler avec l'ensemble des acteurs. Concrètement, aujourd'hui à La Réunion, ça veut dire que lorsque une famille va utiliser une bouteille en plastique ou un autre objet en plastique, elle va le jeter dans une poubelle spécifique qui va être ensuite sortie une fois par semaine et on a une collecte de ces déchets recyclables. Alors, c'est en général mélangé avec du carton, de l'aluminium et du plastique qui va ensuite être acheminé donc, vers un centre de tri. Centre de tri, on a des tapis optiques pour justement séparer le type de déchets et pour pouvoir justement avoir du volume de déchets recyclables. Ensuite, ces déchets, donc, qui sont une fois triés, vont ensuite être compactés et exportés. C'est-à-dire que sur le territoire réunionnais, nous n'avons pas encore de solution industrielle qui redonnerait une vie à ce type de déchets plastiques. Donc ils sont principalement exportés vers l'Europe pour être recyclés. Alors cette filière plastique, elle cohabite aussi avec d'autres types de filières comme les pneus, les batteries, les véhicules hors d'usage ou encore les huiles usagées. Ces filières, on a vu précédemment qu'on les appelle des filières à responsabilité élargie du producteur, principe de pollueur-payeur, qui se décline en Europe et qui se décline à La Réunion. Comment ça fonctionne concrètement? C'est un modèle qui est vertueux. Il est apparu il y a à peu près une vingtaine d'années à La Réunion et qui permet de remettre un peu le curseur au centre. C'est celui de se dire, comme M. l'ambassadeur l'a dit, de responsabiliser les producteurs, les importateurs ou les émetteurs sur le marché. Donc lorsque j'importe un produit, par exemple un téléphone portable, effectivement, jusqu'à il y a 20 ans, c'était l'ensemble de la population qui devait payer pour le traitement et en général c'était de l'enfouissement. Mais là, en ayant cette filière REP, c'est le consommateur avec l'importateur ou le producteur qui va être responsable de cette fin de vie. Donc concrètement, ce produit, il est vendu avec une éco-participation qui est bien définie,
qui est défini en fonction d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, il va regrouper tous les importateurs et recycleurs et également les producteurs locaux qui vont définir voilà combien ça va coûter pour 1, sensibiliser, 2, collecter, 3, revaloriser. Donc ce montant par objet, d'accord, sera versé dans un fonds, et ce fonds est géré collégialement par un éco-organisme. Cet éco-organisme, il est principalement une ONG à but non lucratif, mais surtout géré en fonction d'une gouvernance précise, établie avec les secteurs privés, la société civile, d'où le dialogue, et également le secteur public qui a un droit de regard en mettant des objectifs bien clairs. Et ça a permis, en 2020 à La Réunion, de recycler, de revaloriser 66 000 tonnes de déchets, et on va du plastique jusqu'à la chaise, au panneau photovoltaïque, jusqu'à la voiture à usage, la voiture en fin de vie. Et là où ce qu'on veut surtout dire à nos partenaires mauriciens, et on salue le dialogue, c'est que malgré la mise en place de ce tri à la source, malgré la sensibilisation, donc on a vu qu'on est arrivé à des limites de collecte de déchets recyclables, dont du plastique. Donc la réponse, elle est bien sûr législative, la loi, elle est bien sûr dans des infrastructures qui ont un coût important, et d'ailleurs on est appuyé par l'Europe et la France sur le déploiement de ces infrastructures, mais ça ne suffit pas. Donc aujourd'hui, en ramenant justement la responsabilité élargie du producteur, on permet de ramener un peu de justice et faire en sorte que maintenant l'utilisateur soit réellement responsable de sa fin de vie. Et là où on voulait également terminer, c'est de dire que toute cette mise en place de l'économie circulaire demande un accompagnement. C'est une transition, c'est de la gestion de la transition, comme M. Dubarry l'a dit. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner à la fois les industriels, la société civile, des institutions à mettre en place toute cette économie circulaire. Quel accompagnement technique? Je vois mal 2000 entreprises appeler M. Sioubadotte en disant comment est-ce que je vais gérer cette interdiction de plastique à usage unique. Alors on a mis en place, nous à La Réunion, 2 choses. La première, c'est une agence d'accompagnement qui s'appelle l'ADEME, et c'est sur le territoire national, qui permet de façon techniquement d'accompagner cette transition. Et nous, au niveau de la région Réunion, et puis par l'Europe et la France et l'AFD, on va tous les ans faire des appels à projets. Donc on met un budget bien spécifique pour permettre l'émergence de toute cette filière, donc toute cette filière d'économie circulaire, avec un accompagnement technique donc de cette agence de l'ADEME. On comprend bien qu'il y a une pierre angulaire quand même, qui est un moyen de financement des filières, la responsabilité élargie producteur avec cette éco-participation, qu'à un moment donné, c'est le consommateur qui doit payer pour la pollution ou le traitement environnemental de tels matériaux ou de tels produits, et que donc cela génère derrière en fait des filières industrielles. Ça engendre des filières avec la création de valeur, création d'emplois. Au niveau de Maurice, qu'est-ce que cela donnerait en fait pour une association comme les manufacturiers mauriciens de se dire on met en place des filières de recyclage, des filières de réutilisation qui traitent localement ou qui, quand on ne peut pas, effectivement mutualisent régionalement ou peut-être à l'international? C'est vrai, je pense qu'il y a tous les mots ont été dits. Il y a une question d'organisation, il y a une question de mise en cohérence des acteurs, de réforme des pratiques, de la législation aussi qui soit prend les devants, soit accompagne. Donc je pense qu'à Maurice, on est dans une forme de rattrapage au niveau du secteur privé. C'est intéressant de voir justement les expériences réunionnaises, et ça a été très bien dit, et expérience européenne aussi, comment est-ce que ce cheminement est structurant et structuré. À Maurice, on est nous-mêmes en mesure de le réaliser. On a effectivement un dialogue public-privé qui est en cours. On a des initiatives historiquement menées par des industriels eux-mêmes par rapport à leur propre filière. Il y a beaucoup d'ONG impliquées dans la collecte et le tri de ces déchets. Une grande partie est effectivement réexpédiée en dehors de Maurice, un peu comme à La Réunion. Et c'est là où je pense qu'il y a un champ de coopération régionale qui est important. Au niveau de l'AMM, on a un nombre croissant d'opérateurs du recyclage qui rejoignent l'association. Il faut dire que depuis 2019, ils sont considérés comme des industriels d'un point de vue légal. Donc, il y a comme une connexion naturelle qui se fait aujourd'hui. Je dois souligner qu'il y a eu aussi le lancement fin octobre du Club des entrepreneurs de l'économie circulaire par Business Mauritius, et ça s'est passé à l'AMM, dans les locaux du Made in Maurice. Moment important parce qu'en fait, on a mis en place 12 champions, on les a appelés 12 champions de filière déchets, qui demain, justement, vont préparer ce déploiement de la logique REP, filière REP, responsabilité élargie du producteur. Ce qui est intéressant quand on dit entrepreneur, c'est qu'il y a des industriels,
des supermarchés, des importateurs, des ONG dans ces 12 champions. Donc on a déjà une approche qui est de prendre un existant, qui n'est pas non plus uniquement celui des entreprises, mais qui est dans une logique entrepreneuriale. Et je pense que l'ambassadeur le disait tout à l'heure, c'est beaucoup d'opportunités économiques. Donc la question, c'est toujours cette recherche d'équilibre entre l'opportunité et sa viabilité économique. Donc je pense que ça a été dit tout à l'heure aussi sur l'aspect... Je pense qu'au-delà de traiter les filières et les exutoires avec la gestion du stock existant des déchets et des matériaux, hein, y a bien quelque chose à faire en amont. Et je pense que le club des entrepreneurs, dans une logique d'innovation, doit aussi proposer des solutions. Oui, en fait, il se veut une plateforme effectivement de promotion de ce qui se fait sur le terrain et de ce qui doit se faire demain en termes de coopération dans le secteur privé. Il y a une étude effectivement qui a été réalisée récemment et qui était commanditée par Business Mauritius et UNDP qui montrait que l'économie circulaire pouvait générer 1,6 de PIB à Maurice et 6 000 emplois, si tant est qu'il était porté à son maximum et qu'il y avait des conditions économiques pour y arriver. Donc on voit bien que c'est non pas un boom économique, mais c'est effectivement une rationalisation, mais qui crée quand même de l'activité. Donc nous, au niveau industriel, c'est capital qu'effectivement on arrive à mettre en place non seulement l'environnement en termes de compétences, en termes de technologie et en termes d'évolution de business model. Donc c'est bien la mission qu'on a au niveau de l'AMM qui est d'accompagner cette transformation de l'industrie sur ces sujets-là. On a 3 priorités depuis cette année qui sont effectivement l'économie circulaire, l'innovation et la coopération régionale. Et plus récemment, en coopération avec La Réunion, on a effectué un parcours d'éco-conception des emballages et des produits avec l'assistance technique du pôle de compétitivité spécialisé sur la bioéconomie qui s'appelle Calitropic. Qu'est-ce que ça a été? Ça a été 6 mois d'accompagnement pour nos entreprises, 30 entreprises, des audits, des modules de formation et plus récemment, en octobre, pour finir, des visites d'entreprises pour bien comprendre les projets, les challenges, les défis qui seront justement demain traités individuellement mais aussi collectivement. Et je pense que c'est le sens du développement économique, c'est de pouvoir mutualiser des besoins. Demain, mutualiser, on l'espère, des unités de transformation, valorisation ici dans la région, peut-être pas sur chaque territoire, au contraire, et de revoir aussi le cadre légal qui nous empêche aujourd'hui ce transfert de matières premières qu'on pourrait dire qui sont des déchets aujourd'hui entre nos îles. Et entre les îles. Mais on sent bien que l'innovation à travers cette éco-conception qui consiste à dire quand je conçois le produit, comment le fabriquer, le préparer pour qu'il soit déjà un produit environnemental et qui permette derrière d'avoir ces filières à responsabilité élargie producteurs pour optimiser la collecte et avoir un produit dont je peux recycler ou je peux réutiliser. Je pense que tout cela traduit encore la feuille de route qu'on travaille, qu'on a au niveau national. Et on a vu qu'il y a des initiatives pilotes qui devraient se mettre en place au niveau de Maurice sur le tri à la maison et l'établissement aussi de centres de tri. Peut-être vous pourriez nous en dire plus au niveau de l'environnement, comment ça se prépare en fait? Enfin, bien sûr, suite à l'appui qu'on a eu avec l'Agence française de développement, il y a eu quand même des échanges avec Région Réunion, etc., avec d'autres appuis qu'on a eu avec l'Union européenne. Quand même, il y a la stratégie maintenant. On a une stratégie révisée qui se focalise sur l'économie circulaire. Et bien sûr, la stratégie et le plan qu'on a quand même est axé sur ce qu'on appelle la ségrégation à la source, comme on le dit, les tri de déchets, les récupérations des ressources, bien sûr, à la maison, récupération des ressources et les recyclages ont été élaborés. Quelque chose qui est quand même très important, il y a un des projets qui émane de cette stratégie de plan d'action quand même, est la mise en place d'une exploitation d'usines un peu dans la forme régionale pour Maurice, qui permettra des compostages, de faire des compostages et aussi des tri des déchets, une unité des tri des bases sur une base de partenariat public-privé. Quand même, c'est très intéressant. Quand même, ça va aider pour détourner quand même une grosse quantité de déchets vers le landfill. Éventuellement, on a aussi un système de centres d'aménagement civique,
les Civic Community Centers. Il y a déjà 2 qui sont opérationnels déjà. Les déchetteries, il y a 3 qui arrivent, des déchetteries, etc. Il y a 3 qui arrivent encore, avec les 3 poubelles que vous avez mentionnées déjà. Bien sûr, là, on passe aussi, les financements sont là, on passe avec des appels d'offres, etc. Il y aura des projets pilotes qui arrivent dans les villes éventuellement. Mais aussi, juste pour ajouter que on finalise aussi tout ce qu'appelle les REP pour l'électroménager et aussi pour le PET. Hein, et aussi pour le PET qui arrive éventuellement. Pour être très bref aussi, on travaille aussi avec le bureau du PNUD. Éventuellement, maintenant, on pense qu'il est grand temps pour avoir notre Integrated Solid Waste Management Bill, une forme intégrée, basant sur l'économie circulaire et tout l'accompagnement qu'on a besoin, les institutions, éventuellement, pour que soit défini, éventuellement, pour qu'on apporte un peu la solution durable à long terme, comment faire le système démarrer et perdurer dans le temps. Donc on va dire que prochainement, on pourra avoir ces projets pilotes de tri à la maison, de collecte qui passent spécifiquement dans les villes à Maurice, donc tout comme ça a été expliqué à La Réunion. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir ces palettes de solutions, de la collecte, de la réutilisation, du recyclage, de l'innovation déjà des produits avant de mettre sur le marché. Et je pense qu'il nous manque encore une solution dont on doit parler, c'est la solution de la sensibilisation. Monsieur l'ambassadeur, si vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette sensibilisation. Moi, je crois que pour gagner ce défi de la pollution plastique, il faut absolument que tout le monde tire dans la même direction. Donc la sensibilisation, à mon avis, elle doit se faire à plusieurs niveaux, on va dire, de manière très Premier niveau, je vais prendre le niveau international pour commencer, on va du plus grand vers le plus petit, si on veut. Niveau international, pourquoi? Alors je sais qu'il y a parfois un peu de scepticisme sur ces grandes conférences, qu'on vient de voir celle de Glasgow, on en a une autre sur la biodiversité en Chine l'année prochaine, donc voilà. Mais ces grandes conférences, elles ont quand même un mérite. C'est que l'opinion publique internationale, si je peux dire, si ça existe, elle a l'occasion de prendre conscience d'une situation et de demander des changements. Et je crois que c'est ça, finalement. Celle de Glasgow, mais j'ai pas entendu de climato-sceptiques s'exprimer. Il y avait encore quelques années, il y avait des dirigeants même qui disaient non, mais moi j'y crois pas du tout, le changement climatique, ça n'existe pas, c'est pas du tout la responsabilité. Si, aujourd'hui, je crois que plus personne ne conteste ça. Donc c'est aussi l'effet de ces grandes conférences internationales. Alors sur le plastique spécifiquement, il y a un besoin. Parce que si l'Union européenne ou Maurice réduisent leur consommation de plastique, évitent que les déchets aillent dans la mer, etc., mais que d'autres parties du globe ou de la planète continuent, je disais des camions entiers là, qui se déversent dans la mer, bon, on ne va pas régler le problème. Donc on a besoin qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse au niveau mondial. Donc ça, c'est très clair. Aujourd'hui, il y a une initiative portée par le Pérou et le Rwanda, donc c'est très bien, un pays d'Amérique latine, un pays d'Afrique, qui s'associe pour mettre sur la table, devant tous les pays du monde, une résolution en disant la pollution plastique, il faut que ça cesse, il faut qu'on prenne tous des mesures de recyclage, d'économie circulaire, etc. Il faut qu'on aille dans cette direction, partageons nos connaissances, partageons nos savoir-faire par rapport à ces dynamiques et allons dans cette direction tous ensemble. Sinon, on ne va pas arriver à relever ce défi au niveau mondial. Donc que chacun, au niveau mondial, chaque pays puisse s'engager dans cette logique. Donc ça, c'est vraiment très, très important, je crois, de ce point de vue-là. Et donc nous, on soutient, je viens d'écrire à votre ministère la semaine dernière pour inviter Maurice, mais aussi les Seychelles, dont je m'occupe également, à justement soutenir cette initiative du Rwanda et du Pérou dans ce contexte-là. Je crois que et ça rentre tout à fait dans la démarche de ce que fait le ministère aujourd'hui sur toutes ces questions. Deuxième niveau, le niveau régional. On en parlait tout à l'heure. Il y a des économies d'échelle que l'on peut faire. Il y a des niveaux de déchets qui peuvent être industrialisés ou pas. Donc on a besoin d'avoir certaines masses critiques parfois. Alors parfois on les a pas individuellement à Maurice ou à La Réunion, mais on peut les avoir en se réunissant collectivement et mettre en place effectivement ces fameuses filières de traitement des déchets et d'avoir les entreprises de transformation qui seraient ici sur place dans les îles de l'océan Indien. Je crois que c'est aussi une dimension qui est très, très importante. Donc travailler avec la Commission de l'océan Indien, travailler avec ce genre d'organisation qui va pouvoir effectivement impulser cette dynamique. Et puis il y a des projets régionaux qui se mettent en place de ce point de vue-là. Il y a le projet Exploit financé par l'Agence française de développement, par exemple. Il y a la Banque européenne d'investissement qui est prête à mettre
plusieurs millions d'euros sur la table, justement pour accompagner les États qui ont des démarches, comme vous l'avez, sur la question de l'économie circulaire, parce que votre Premier ministre, quand il était à Glasgow, j'ai bien entendu, il nous a dit « Ah, mais j'ai pas tous les financements nécessaires pour faire cette transition énergétique. » Donc il faut là accompagner, et justement, là, la Banque européenne d'investissement offre sur la question du plastique spécifiquement un appui financier pour aider les pays à mettre en place tous ces mécanismes que l'on vient d'évoquer tout à l'heure. Ensuite, il y a une sensibilisation, je crois, tout simplement à mettre en place au niveau national. Et là, je pense en priorité aux écoles. Parce que si vous sensibilisez un enfant, il va sensibiliser 5 ou 6 autres personnes derrière lui, à commencer par ses parents. Donc, c'est, je crois, une cible tout à fait importante, si je puis dire, en termes de sensibilisation. Alors, on a plusieurs initiatives que l'on a prises. Un programme Paréo, justement, qui accompagne les enfants dans les écoles pour expliquer qu'est-ce que c'est que les écosystèmes terrestres, marins, quels sont les composants, qu'est-ce que c'est que la pollution, qu'est-ce qui pollue finalement notre espace. Et les enfants vont ingurgiter, si je puis dire, tout cet enseignement, toutes ces connaissances, et ils vont vouloir les appliquer. Je crois qu'on voit bien que la jeunesse est très engagée sur la défense de l'environnement. Greta Thunberg en est certainement le premier exemple qui vient à l'esprit. Mais voilà. Donc je crois que c'est un effort qu'on doit faire partout. Moi, j'ai discuté plusieurs fois avec la vice-première ministre en charge de l'éducation en disant mais pourquoi ne fait-on pas à Maurice, avec le ministère de l'Environnement, évidemment, une journée consacrée à l'environnement et à la protection finalement de notre espace commun. Je crois que ça serait une initiative qui serait bienvenue si ça pouvait se généraliser dans l'ensemble des écoles de ce point de vue-là. Donc nous, on a mis au point des petits jeux qu'on distribue, Beach Doctor, ça s'appelle, pour apprendre les bons gestes à la plage, parce que souvent, quand vous allez à la plage, vous voyez qu'il y a un petit peu de déchets sur la plage, donc c'est important que chacun ait le bon réflexe. Je fais mon pique-nique à la plage, bon, pas en ce moment, parce qu'il y a la crise du Covid, donc il faut être prudent, mais quand ça sera passé, je fais mon pique-nique à la plage, et quand je repars, je prends mes déchets, je les ramène chez moi, je les trie, et je les range dans les bonnes boîtes, si je puis dire, de ce point de vue-là. Donc je crois que c'est ça, la grande action. Et finalement, on est tous des citoyens du monde, des citoyens de cette planète. On doit tous vivre demain. Il n'y a pas de planète B, comme on dit. Hein. C'est comme pour le changement climatique avec la pollution. Et il faut donc que l'on se mobilise, tout à chacun en tant que citoyen, en tant que consommateur, comme je disais tout à l'heure. On peut peut-être consommer plus de l'eau du robinet, par exemple. Moi, j'ai toujours bu de l'eau du robinet. Mes enfants ont toujours bu de l'eau du robinet. Alors, il faut peut-être mettre des filtres, il faut peut-être s'équiper un petit peu, mais c'est très bien. On peut même faire de l'eau gazeuse chez soi à la maison. C'est pas un problème. Et en plus, en général, c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Donc, je dirais, voilà, il y a des sensibilisations que l'on peut faire sur toutes ces questions-là. On édite au niveau de l'Union européenne un certain nombre de brochures. D'ailleurs, je le signale, sur toutes ces questions qu'on vient d'aborder ce soir, il y a quelques brochures. Je les mettrai sur notre site si les gens sont intéressés à les consulter. Voilà, donc on a beaucoup de choses à faire. Et il faut absolument qu'on soit tous mobilisés et sensibilisés pour aller dans la bonne direction. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à faire, et je prends note que chacun de nos intervenants ici resteront disponibles, ouverts, pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient approfondir le sujet, avoir plus d'informations sur les sites web ou autrement. Mais il est bien temps pour nous de conclure cette émission. Je tiens à remercier nos 4 invités. Merci beaucoup, messieurs, pour votre temps et disponibilité et pour vos messages passionnants. C'était Regard sur la pollution plastique et ses solutions, une émission spéciale avec le Café de l'Europe, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne à Maurice. On vous invite à retrouver toutes les informations disponibles dès à présent sur les réseaux sociaux de l'Institut français de Maurice. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir.